La première fois que j'ai entendu sa voix, elle m'a fait plus froid dans le dos que n'importe quel cri. Mon téléphone a vibré sur le plan de travail, me tirant d'une tasse de café à moitié vide et d'une routine matinale au confort prévisible. J'ai décroché, m'attendant à un message de Colette confirmant notre emploi du temps ou de Jonas demandant des nouvelles de l'expansion au Texas. Au lieu de cela, je suis tombé sur un message vocal si bref qu'il m'a semblé brutal, comme une incision chirurgicale sans anesthésie, sans salutation, sans hésitation, sans excuse, juste 5 mots qui ont mis fin à 14 ans de collaboration et presque autant de mariage. Tu es viré de l'entreprise familiale. Pas de Malcolm, pas d'amour, pas de merci. Juste une déclaration froide et mécanique prononcée par la voix de la réceptionniste de l'entreprise que je reconnaissais à peine. Je fixais les chiffres noirs sur l'écran de la messagerie vocale, repassant le message en boucle comme si un ralenti pouvait révéler une phrase manquante ou un « s'il vous plaît » caché. Chaque lecture confirmait le même au revoir stérile. Ma tasse, encore à moitié pleine de café tiède, était abandonnée au bord de l'évier. Le ronronnement du réfrigérateur emplissait le silence de la cuisine, plus fort que toute discussion qui aurait pu précéder cet instant. J'ai fermé les yeux. En 14 ans, j'avais sué sang et eau pour chaque contrat, chaque négociation avec les fournisseurs, chaque calcul de paie. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, je n'étais plus qu'une simple note de bas de page dans l'entreprise que j'avais contribué à bâtir. Au lieu de saisir mon téléphone pour déchaîner une colère ou une confusion, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai ouvert mon ordinateur portable et suis allé à un vieux fil de discussion que j'avais ajouté à mes favoris 2 ans plus tôt, après une rencontre fortuite lors d'un forum d'affaires à Lisbonne. L'objet était simplement « option d'entreprise ». L'expéditeur était le Dr Mera Langston, une spécialiste du droit des sociétés réputée pour orchestrer des sorties silencieuses et démêler des héritages complexes. J'ai relu son message initial, toujours formel et concis, puis j'ai cliqué sur « Répondre ». J'ai tapé une seule phrase. Il est temps. Discutons des options. Sans émotion, sans arrière-plan, juste une intention. J'appuyais sur « Envoyer » avant que mon pouls ne s'emballe trop fort dans mes oreilles. Quelques instants plus tard, je fermai l'ordinateur portable et attrapai mon café, maintenant froid. J'en bus une gorgée, goûtant l'amertume du marc et les résidus de trop de nuits tardives et de réveils matinaux. Je regardais par la fenêtre de la cuisine le ciel gris du matin, la silhouette familière de notre quartier me semblant soudain étrangère, comme si je clignais des yeux et m'éveillais dans la vie de quelqu'un d'autre. Mon esprit repensa à toutes les scènes que j'avais vécues entre ces murs. Le sourire lointain de Colette à notre réception de mariage, le jour où Jonas rejoignit officiellement le conseil d'administration, l'année de crise où j'avais vidé mes économies personnelles pour payer les salaires afin que personne ne perde son gagne-pain. Je réalisais que je n'avais jamais considéré ces sacrifices comme des transactions. C'étaient des investissements de sang et de loyauté. Pourtant, la loyauté n'avait pas sa place à table ce matin-là. Je posai la tasse et me dirigeai vers le meuble en bois où je rangeais les classeurs de documents d'entreprise que j'avais accumulés au fil des ans, prévisions financières, contrats fournisseurs, accords de refinancement de dettes. Colette et moi avions toujours plaisanté en disant qu'un jour j'écrirais un livre sur le travail en coulisses qui a permis à Brielm Steelworks de survivre à des tempêtes que personne d'autre n'avait vu venir. Maintenant, peut-être que si. J'ai ouvert le classeur le plus proche et laissé mes doigts parcourir les onglets colorés. 2008, l'année de la première grande refonte. 2011, l'année du refinancement. 2015, les renégociations des contrats fournisseurs qui nous ont sauvés de la fermeture. 2019, l'année où j'ai géré la paie de mon propre chef pendant cette crise inattendue. Chaque onglet contenait une histoire, une victoire, un moment de calme et d'action décisive. J'ai refermé le classeur et l'ai emporté jusqu'à mon bureau dans le salon, où la lumière de la baie vitrée éclairait le bois poli. Je me suis assis, j'ai posé le classeur devant moi et j'ai laissé la matinée s'installer. Je n'ai pas arpenté les lieux ni planifié de représailles. Au lieu de cela, j'ai organisé. J'ai sorti chaque document du classeur et je les ai empilés en piles bien nettes. Contrats, documents financiers, échange de courriels documentant les votes du conseil d'administration. J'ai rédigé un nouvel email à Mera. Veuillez me conseiller sur la suite des choses. Je suis prêt à passer à l'action immédiatement. J'ai cliqué sur « Envoyer » et me suis adossé, les yeux fermés, respirant calmement. Le bourdonnement familier de la ville qui montait au dehors me rappelait que le monde continuait de tourner, que la vie continuait d'avancer malgré les ruptures personnelles. Dans ce moment de calme, j'ai réalisé que je n'étais plus défini par les décisions de Colette ou les ambitions de Jonas.
J'étais défini par mon propre savoir-faire, mes propres préparatifs et les preuves de 14 ans de travail non reconnus. Je me suis levé, j'ai pris mon manteau sur le porte-manteau et je me suis arrêté devant la porte d'entrée. J'ai jeté un coup d'œil à la maison que nous partagions, ses photos encadrées, la cheminée décorée de souvenirs de famille, les trophées et les plaques célébrant les exploits de Brielm. J'ai remarqué pour la première fois qu'aucun de ces objets ne portait mon nom. C'étaient les témoins d'un héritage réécrit sans mon consentement. J'ai ouvert la porte, je suis sorti sur le porche et j'ai respiré l'air frais du matin. Pas de salutation, juste un au revoir. Mais j'avais l'intention de répondre, non pas avec indignation, mais par un geste délibéré et calculé. La donne avait changé. Je fermai la portière derrière moi et me dirigeai vers la voiture, me sentant plus légère que jamais depuis des années. Le message vocal glacial résonnait encore dans ma tête, mais il n'avait plus aucun pouvoir. J'étais dehors, avait-elle dit. Compris. Et c'était plus que suffisant. Je n'étais pas toujours invisible. Autrefois, mon nom avait un sens derrière ces murs de verre. Colette me présentait comme le cerveau de l'opération, à l'époque où nous nous tenions côte à côte lors de conférences. À l'époque où son sourire ne faisait pas office de masque et où son contact ne me faisait pas broncher. Lorsque son père est décédé, c'est nous trois, Colette, Jonas et moi, qui avons comblé le vide qu'il avait laissé à l'acierie Brielm. Il n'avait pas prévu de partir si brutalement. Une crise cardiaque l'a emporté avant qu'il puisse finaliser le plan de succession. Mais on a toujours supposé que l'entreprise passerait à Colette et Jonas. Je n'ai jamais contesté cela. Je n'en ai jamais eu besoin. Je ne voulais pas être sous les feux des projecteurs. Je voulais de la stabilité, de la croissance et de la structure. Quelque chose de solide dans un monde de loyauté changeante et de tempêtes économiques. Jonas était le visage, celui qui serrait les mains et trinquait aux accords. Colette était le nom, l'héritage que tout le monde respectait sur le papier. Et j'étais le bourreau de travail, l'homme derrière les feuilles de calcul, celui qui a géré les comptes lorsque le four de l'usine a fermé en 2009, qui a reconstruit le réseau de fournisseurs pendant la crise de l'acier de 2011, qui a encaissé le coup lorsque notre partenaire maritime a fait faillite. Et nous avions 5 conteneurs bloqués au port. Je n'ai pas pris de vacances. J'ai pris des responsabilités et je les ai assouplies. Lorsque Colette a voulu s'envoler pour Aspen pour une retraite pendant notre trimestre le plus instable, je n'ai pas bronché. Je suis resté sur place, j'ai recalibré la chaîne logistique et j'ai même puisé dans mes économies pour m'assurer que les travailleurs horaires ne ratent aucun chèque. Je ne lui ai jamais dit combien j'avais retiré. Je ne voulais pas de crédit. Je voulais la paix. Je voulais que nous survivions. Mais la survie et le silence ont un prix. J'ai commencé à remarquer le changement par petites touches, presque ridicules. Au début, c'étaient les invitations au calendrier, les réunions opérationnelles hebdomadaires qui s'ajoutaient automatiquement à mon agenda. Elles ont cessé d'arriver. Je les ai consultées. Une mise à jour du système, disait-il, devrait être bientôt corrigée. Ce n'était pas le cas. Puis sont arrivés les disques partagés. Un matin, en me connectant, j'ai découvert que plusieurs fichiers clés, des modèles financiers que j'avais créés, des modèles d'audit que j'avais personnellement mis à jour, avaient un accès restreint. Je n'étais plus administratrice, j'étais spectatrice, puis plus du tout répertoriée. J'ai contacté Colette. Juste un problème technique, a-t-elle dit, le balayant d'un baiser sur la joue, trop léger, trop expérimenté. On réorganise certaines choses. Rien de grave, mais c'était grave et ça a pris de l'ampleur. J'ai remarqué que Colette et Jonas passaient plus de temps dans le bureau d'angle, les stores baissés, les chuchotements remplaçant la transparence. Je suis entré dans la salle de réunion une fois, lors d'une de leurs réunions, et Jonas m'a regardé comme un fantôme, son sourire vacillant, sa voix se broyant au milieu d'une phrase. Il ne planifiait pas de stratégie. Il me rayait de la carte. Le point de bascule est survenu lors d'une réunion stratégique trimestrielle. Le nouvel organigramme de l'entreprise avait été rédigé et affiché sur l'écran principal. Colette était désormais officiellement PDG, et non plus par simple influence. Jonas était responsable de la stratégie. Mon nom n'y figurait pas, ni dans les rubriques finances, ni dans les rubriques opérations, ni même dans les autres rubriques. Je me suis assis au bout de la table de conférence, un ordre du jour imprimé devant moi avec mes initiales en bas de page, car j'avais écrit ce satané mot, et j'ai regardé tout le monde acquiescer comme si la gomme n'était pas choquante. Je n'ai pas parlé. Je n'ai pas fait de scène. J'ai simplement quitté la réunion 15 minutes plus tôt et suis retourné à mon bureau,
ou plutôt à ce qui avait été mon bureau. Un panneau temporaire avait été placé sur la porte. Attribution d'un poste de travail en attente. Mon badge n'ouvrait plus l'ascenseur de l'étage exécutif. J'ai appelé Jonas. Pas de réponse. J'ai envoyé un SMS à Colette. Elle m'a répondu par un simple emoji pouce levé. Ce soir-là, je suis rentré chez moi, je suis entré dans le bureau et j'ai ouvert le tiroir où je conservais chaque élément du passé financier de notre entreprise, contrat, accord avec les fournisseurs, vieux mémo manuscrit de son père à l'époque où la poignée de main comptait encore. J'ai retrouvé l'ancien acte constitutif de l'entreprise, parcouru les statuts et confirmé ce que je savais déjà. Je détiens toujours 35% de Brielm Steelworks. Ils pouvaient m'exclure des réunions. Ils pouvaient me retirer mon badge, mais ils ne pouvaient pas me révoquer, du moins pas légalement. Pourtant, le licenciement psychologique avait déjà commencé. Ils voulaient que je comprenne le message. Ils ne voulaient pas de moi. Je n'étais pas malveillant. Je n'étais pas malhonnête. J'étais juste gênant. Un homme qui se souvenait de chaque décimale et signature, de chaque accord qui nous avait permis de survivre. Et j'ai commencé à comprendre autre chose. Ils ne m'avaient pas seulement sous-estimé. Ils avaient commencé à me craindre. Non pas parce que j'étais agressif, mais parce que c'était moi qui avais les reçus. Je savais quels fournisseurs nous avaient accordé des conditions préférentielles après les avoir invités à dîner. Je savais quels prêts nous avions obtenus en hypothéquant nos stocks. Ils avaient déjà réclamé des prévisions internes. Je savais ce qui se passait derrière les résumés trimestriels impeccables que Colette signait, souriant dans son blazer tailleur comme si tout était à l'épreuve des balles. Mais ce n'était pas le cas. C'était du ruban adhésif et de la confiance. Et c'était moi qui tenais le ruban adhésif. Ce soir-là, après avoir essuyé le vin intact que Colette avait laissé sur le comptoir, je suis rentré chez moi et j'ai rouvert la conversation par email avec le Dr Mera Langston, l'avocate que j'avais rencontrée 2 ans plus tôt à Lisbonne. Elle m'avait tendu sa carte après une conférence et m'avait dit, si jamais vous avez besoin de disparaître comme il faut, appelez-moi. À l'époque, c'était une blague. Maintenant, c'était une bouée de sauvetage. J'ai tapé 4 mots. Je suis prêt à commencer. Et en cliquant sur « Envoyer », je n'ai pas paniqué. J'étais immobile. Enfin, après tout ce temps, l'homme derrière les chiffres allait parler sa propre langue. Un classeur, une clause, une signature à la fois. Il n'y a pas eu un seul moment dramatique. Il n'y a pas eu de vive dispute. Aucune lettre officielle n'était tombée sur mon bureau avec le mot « résiliation » estampillé en rouge. C'était plus lent, plus brutal, un dénouement méthodique qui ressemblait plus à de la pourriture qu'à une rupture. Le premier fil s'est rompu le jour où j'ai réalisé que mon agenda était vide. J'avais toujours eu une invitation permanente aux réunions de direction, aux mises à jour de la chaîne d'approvisionnement, aux notes financières, aux consultations juridiques, mais maintenant ces événements n'apparaissaient plus. Au début, j'ai pensé à un oubli, une erreur de synchronisation. J'ai envoyé un email à Jenna, une administratrice, qui m'a dit qu'elle vérifierait. Probablement une question d'autorisation, a-t-elle écrit. Ces nouveaux systèmes buguent tout le temps. J'ai attendu. Rien n'a changé. Puis sont arrivés les disques manquants. Les dossiers partagés que j'avais créés, méticuleusement organisés, étiquetés par trimestre d'exercice et par région, étaient désormais restreints. J'ai cliqué sur la feuille de prévision du 2e trimestre et j'ai reçu un message de sortie. Vous n'avez plus accès. J'ai réessayé. Un autre dossier. Même résultat. Des fichiers que j'avais créés. Des modèles que j'avais mis à jour pendant une décennie. Soudain, ils sont verrouillés. J'ai contacté Jonas, en mettant Colette en copie. On dirait que je suis bloqué sur plusieurs ressources partagées. Une idée de ce qui se passe? Pas de réponse, pas même un pouce levé. Je suis entré dans le bureau de Colette le lendemain matin. Elle était assise derrière son bureau, les doigts tapotant quelque chose sur son téléphone, les yeux baissés. Bonjour, ai-je dit. Elle a hoché la tête sans lever les yeux. Petite question, ai-je ajouté d'un ton léger. On dirait qu'il me manque l'accès à quelques fichiers essentiels. Vous savez quelque chose à ce sujet? Elle a finalement levé les yeux. L'expression était indéchiffrable. Ça a bougé, a-t-elle dit. C'est probablement juste une restructuration. Je vais demander à Jonas de vérifier. C'est la dernière fois que je lui en ai parlé directement. Mon badge a ensuite cessé de fonctionner. À Brielm,
L'étage exécutif était équipé d'un ascenseur sécurisé. On présentait son badge et il sonnait pour entrer. Je faisais ça tous les jours depuis plus de 10 ans. Ce lundi matin-là, il a clignoté en rouge. Pas de son. J'ai réessayé. Rien. Un analyste junior est arrivé derrière moi, a tapoté son badge, et il s'est ouvert. Il a souri d'un air gêné. Voulez-vous que je vous le tienne, monsieur Price? J'ai hoché la tête, remercié et suis entré. L'air là-haut était différent, plus vicié, comme si je n'étais plus à ma place. Quand j'ai interrogé les RH, ils ont dit qu'ils examineraient la situation. Probablement un pépin, ont-ils répété. Les pépins, semblait-il, étaient devenus une épidémie. La gomme était si progressive que je me suis presque convaincu que je l'imaginais. Mais arriva ensuite le point sur le conseil d'administration. Un document trimestriel que j'ai contribué à rédiger à chaque cycle. Mes empreintes digitales sur chaque tableau, chaque prévision. Cette fois, le brouillon est arrivé dans ma boîte mail déjà finalisée. Il portait la signature de Colette, les notes de Jonas, mais aucune de mes données. Je n'étais même pas en copie de la distribution. Il m'avait été transmis par erreur par un cadre intermédiaire qui pensait que j'étais toujours dans le coup. Je l'ai regardé longuement. Un tableau avec un calendrier d'objectifs stratégiques. J'en ai reconnu beaucoup parce que je les ai écrits. Je les avais proposés lors de la retraite de l'année dernière. Et maintenant, ils avaient mes mots, mais pas mon nom. Tout a culminé un jeudi matin. Je suis entré dans la salle de réunion pour ce que je croyais être une séance de planification hebdomadaire. L'écran au fond de la salle affichait un nouvel organigramme, épuré, codé par couleur, rempli de noms et de titres. En haut, Colette, PDG. En dessous, Jonas, responsable stratégique. Puis une cascade d'autres rôles, directeur financier, responsable RH, conseiller juridique. Nulle part, mon nom n'était inscrit. Ni dans les opérations, ni dans les finances, ni même dans les projets spéciaux. J'ai parcouru chaque ligne comme si je lisais une langue étrangère, espérant avoir manqué quelque chose, mais ce n'était pas le cas. L'air m'a quitté les poumons. Ce n'était pas un licenciement. Ce n'était même pas une rétrogradation. C'était un effacement. J'ai regardé autour de moi. Les autres évitaient mon regard. Un ou deux m'ont adressé un petit sourire gêné. L'un d'eux a toussé dans sa main comme pour combler le silence qui a suivi l'affichage. Personne ne m'a rien dit. Je suis resté là quelques secondes de plus, puis je suis sorti. Personne ne me suivit. De retour à mon bureau, je fermai la porte et m'assis à mon bureau. Tout autour de moi me semblait artificiel, comme si j'étais assis dans une réplique de musée de ma vie d'avant. Les livres sur mes étagères, les plaques au mur, le bloc-notes griffé du logo du casque lumineux. Tout cela me semblait être des accessoires. La vérité s'installa lentement, épaisse et pesante. On ne me mettait pas de côté. On me supprimait un dossier à la fois. Une mise à jour de calendrier pour laquelle on m'oubliait. Une décision exécutive pour laquelle on ne me consultait pas. Ce n'était pas un accident. C'était une campagne. Je me souvenais d'une phrase du père de Colette, des années auparavant, lorsqu'il dirigeait encore l'entreprise et qu'il me faisait encore suffisamment confiance pour me conseiller. On ne vous met jamais dehors d'un cri, me dit-il. Les vraies trahisons se font à voix basse. Et c'était exactement ça. La mort par 1000 coupures silencieuses. J'ai fermé mon ordinateur portable et suis sorti du bâtiment sans prévenir personne. En rentrant chez moi, je n'ai pas écouté de musique. Je n'ai même pas réfléchi. J'ai laissé le silence envahir la voiture comme un brouillard. Arrivé sur place, je me suis servi un verre. Ce n'était pas quelque chose que je faisais souvent, mais cela me semblait nécessaire. J'ai bu lentement, observant la lumière se réfracter à travers le liquide ambré, repensant à l'époque où je croyais que l'effort gagnait la loyauté. Puis je me suis levé, je suis allé au bureau et j'ai ouvert le tiroir où je rangeais les copies papier. Des classeurs, des dizaines, des années de travail, de la documentation, des contrats, des approbations. Ils voulaient me faire disparaître, mais j'avais la preuve de mon existence, et bientôt ils comprendraient l'énorme erreur qu'ils avaient commise en essayant de me faire disparaître. Le nom sur la carte me fixait depuis 2 ans, discrètement niché derrière un trombone dans le tiroir de mon bureau. Dr Mera Langston. Je l'avais rencontré lors d'une réunion d'entreprise à Lisbonne, à l'époque où je croyais encore à des expressions comme « partage des capitaux propres » et « fiducie familiale ».
Elle portait un tailleur gris plus tranchant que la plupart des couteaux de ma cuisine et parlait d'une voix telle que Comet aurait pu anesthésier une foule. La table ronde avait porté sur la restructuration des patrimoines, la préparation des sorties discrètes, les conflits générationnels et la séparation des propriétaires dans les entreprises familiales. À l'époque, je n'avais écouté qu'à moitié. Jonas m'envoyait un SMS au sujet d'un dîner client auquel Colette voulait que j'assiste à sa place. Je ne cherchais pas d'échappatoire à ce moment-là. J'étais juste épuisé. Mais Mira avait remarqué quelque chose. Peut-être était-ce ma façon de m'attarder après la table ronde, ou ma question qui ne portait pas vraiment sur la politique, mais plutôt sur le silence. Le genre de silence qui pousse comme de la mousse entre les relations. Alors que nous partagions un café, elle glissa sa carte sur la table. Au cas où la structure finirait par engloutir l'architecte, dit-elle. Je l'avais mise dans ma poche et je n'y avais plus prêté attention jusqu'à maintenant. Assis dans le silence de mon bureau à domicile, les murs épais de livres et de documents imprimés, j'ai tapé un email qui m'a semblé comme une frappe dans une autre vie. Je possède 35% de Brighthelm Steelworks. Je suis prêt à explorer les options. C'est tout. Pas de civilité, pas de contexte, juste des faits. J'ai appuyé sur « Envoyer » et j'ai fixé l'écran. Il y a un an, je me serais inquiété de l'apparence, du ton que j'aurais employé, de l'imprudence que j'aurais pu avoir. Mais maintenant, privé de mon poste et de mon titre, je réalisais que je n'avais plus rien à protéger, si ce n'est ma propre vérité. Sa réponse arriva 43 minutes plus tard. Sans fioriture. Commençons par une diligence discrète. Je vais envoyer des instructions de transfert cryptées. N'utilisez pas d'appareil professionnel. Bref, précis, exactement ce dont j'avais besoin. J'ai imprimé le message et l'ai rangé sous un dossier intitulé « Fondation ». Il était déjà épais de notes et de documents. J'ai ouvert un autre tiroir et récupéré des copies d'anciens mémos du conseil d'administration, de statuts et de répartition des capitaux propres. La structure opérationnelle de Brighthelm n'avait pas beaucoup changé depuis 2013, ce qui jouait désormais en ma faveur. Les statuts étaient obsolètes, inchangés depuis des années. Et surtout, ils ne comportaient pas de clause de droit de préemption. Cela signifiait que je pouvais transférer mes actions à n'importe quel acheteur sans l'approbation du conseil d'administration. Pas d'obstacle, pas de veto. Cette clause manquante, négligée et sous-estimée allait devenir mon levier. Le lendemain matin, Mira envoya un autre message. Coordonnons l'évaluation par des moyens indépendants. La discrétion est essentielle. Elle avait déjà 5 coups d'avance. Elle contacta un consultant en acquisition nommé Daniel Croft. À la voix douce, clinique, le genre d'homme qui semblait ne jamais se précipiter ni paniquer. Nous fixâmes un rendez-vous dans un immeuble de bureaux discret du centre-ville, un espace sans enseigne, juste du verre dépoli et une confiance tranquille. À l'intérieur, Daniel ne proposa pas de bavardage. Il examina mes documents avec une révérence que je n'avais pas connue depuis des années. Vous avez conservé des dossiers détaillés, dit-il en feuilletant des pages de mai, de contrats signés et de talons de paiement. La plupart des gens ne documentent pas aussi bien la survaleur opérationnelle. Je ne documentais pas, répondis-je. Je survivais. Il hocha la tête une fois, comme s'il comprenait parfaitement ce que cela signifiait. Au cours des semaines suivantes, nous lançâmes l'évaluation de ma participation, une évaluation que Mira insista pour qu'elle soit menée en externe et discrètement. Brighthelm ne comprendrait même pas ce qui se passait avant qu'il ne soit trop tard. Mira appelait cela une diligence discrète. Daniel la première phase. Moi, je la prenais en main. Chaque étape m'apportait une clarté qui m'avait manqué. Ce n'était pas une vengeance. Je ne complotais pas ma chute. Je traçais une frontière pour la première fois depuis des années. Je me réappropriais mon récit, n'attendant plus la permission d'exister dans les espaces que j'avais construits. Nous avons commencé à organiser la vente de ma participation, non pas à un inconnu, mais à une entité contrôlée par Daniel, une entité qui pourrait ensuite la revendre, la restructurer ou la conserver indéfiniment, selon la stratégie. Le cabinet de Mira servirait d'intermédiaire juridique, protégeant mon nom tout en honorant le transfert. Je n'aurais plus à remettre les pieds dans les bureaux de Brighthelm. Je me sentais comme un homme sortant de ses propres funérailles, vivant, insensible. Pour préparer l'affaire, Mira a demandé un calendrier, un aperçu à noter de mes contributions, de mes investissements, de mes sacrifices. J'ai répondu à ses attentes. Je lui ai montré le détail des salaires que j'avais financés avec mes économies en 2015,
les remises fournisseurs que j'avais négociées et qui m'ont permis d'économiser plus de 300 000 $ en frais annuels, les intérêts évités grâce au refinancement discret d'une dette à haut risque. J'avais des copies des courriels pour lesquels Colette m'avait félicité, à l'époque où j'étais encore indispensable. Mera a qualifié cela d'une clarté inhabituelle. Daniel a simplement dit, ce n'est pas une trace écrite. C'est une histoire qu'ils ont oubliée. J'ai alors été frappé par la facilité avec laquelle on peut enterrer quelqu'un tout en restant debout. On peut être considéré comme un membre de la famille et traité comme un inventaire. On peut sauver une entreprise sans en être sauvé. Mais plus maintenant. Un matin, je me tenais devant le bureau de Mira, la ville s'éveillant encore derrière moi. Le brouillard était bas sur l'horizon et, pour la première fois depuis des mois, je n'appréhendais plus ce jour. J'avais pris une décision. Ni par colère, ni par précipitation, mais en toute vérité. J'ai envoyé un SMS à Mera. Procédez à tous les documents. Finalisons. Sa réponse a été prise en compte. Le marché des transferts ouvre vendredi. Tu seras dehors avant qu'il ne remarque la porte qui se referme. Et c'était là tout l'intérêt. Je n'avais pas besoin de claquer la porte. Je n'avais pas besoin d'une sortie théâtrale ni d'une vidéo virale. J'avais besoin d'une liberté silencieuse, totale. Et avec Mera et Daniel derrière moi, je savais que je l'aurais. Je suis devenu un collectionneur non pas d'objets, mais de preuves. Pendant qu'ils s'affairaient à m'effacer, je construisais discrètement des archives. Tout a commencé le lendemain du jour où Mera a confirmé que la structure de transfert pouvait se poursuivre. Elle a demandé des justificatifs. Je ne lui ai pas donné que des reçus, je lui ai raconté une histoire. J'ai ouvert le buffet de mon bureau, celui dont Colette se moquait de moi. On traite la paperasse comme des lingots d'or. Elle a dit un jour que c'était avant qu'elle ne cesse de voir la valeur de tout ce qui ne rentrait pas dans un communiqué de presse soigné. À l'intérieur de ce buffet se trouvaient des classeurs, des dizaines, peut-être plus. Chacun étiqueté par année, avec un code couleur par service. J'ai passé mes doigts sur les dos. Réorganisation des fournisseurs de 2010. Crise de 2012. Vos budgets. Contribution personnelle de 2015. Ce n'étaient pas des documents sophistiqués, juste de simples classeurs de fournitures de bureau remplis de mets imprimés, de contrats signés, de notes initialement réservées à l'interne, mais elles racontaient la vérité. Celle que Colette et Jonas avaient tenté de réécrire à chaque réunion à huis clos et omission stratégique. Plus je creusais, plus je trouvais. Il y avait la facture de 148 923 $ et 62 cents, payée en 2 mois pour des réparations d'urgence de chaudière avec ma carte personnelle, en attendant que l'assurance se débloque. Personne ne m'a jamais remboursé. Personne ne m'a jamais demandé pourquoi je ne me plaignais pas. Ils étaient trop occupés à célébrer la résilience lors de la réunion trimestrielle. J'ai trouvé l'email de Colette me remerciant d'avoir géré notre pagaille logistique pendant la grève portuaire de la côte ouest. Ces mots exacts, vous nous avez sauvés d'un désastre en matière de relations publiques. C'était à l'époque où elle parlait encore de nous. J'ai retrouvé les procès-verbaux du conseil d'administration, des copies officielles plastifiées auxquelles j'étais présent pour contribuer. Et à côté, j'ai trouvé des versions numériques retouchées ultérieurement. Mon nom omettait les contributions attribuées à Jonas. J'en ai montré une à Meror lors de notre appel suivant. Elle n'a pas sourcillé. C'est mieux que n'importe quelle déclaration sous serment. Elle a dit que cela prouvait l'intention. J'ai tout imprimé. Tout. J'ai passé 3 jours entiers à organiser, croiser les références et à construire ce que Mera a appelé plus tard une mémoire forensique de l'entreprise. Daniel, enfin stratège, a feuilleté l'un des classeurs intitulé T1, T2 2019 risque salarial et a déclaré, c'est un effet de levier sous-estimé. Ils étaient impressionnés. J'étais juste fatigué. C'était l'œuvre de ma vie, réduite à des fournitures de bureau et des notes de bas de page. Et pourtant, ils pensaient que je partirais discrètement. Mais ils ont oublié que je n'étais pas du genre à laisser des miettes. J'ai posé les fondations. J'ai construit des cadres si solides qu'ils ont pu fonctionner sans moi pendant un certain temps. C'est le danger d'être trop efficace. On se donne l'impression d'être facultatif. J'ai tout catalogué en 3 sections, contribution, omission et violation. Mera s'intéressait particulièrement au 3e. C'est là que je conservais la documentation des décisions prises sans le vote du conseil d'administration. Des résumés financiers qui déformaient les risques et les notes internes du cabinet de conseil Jonas, une société écran que j'avais signalé une fois,
mais qu'on m'avait conseillé de laisser tomber. Il y avait une note que Colette avait rédigée seule lors de notre expansion au Texas, faisant référence à une transaction immobilière qui n'avait pas été divulguée correctement. Tout y était. Ils avaient sous-estimé l'homme derrière les feuilles de calcul. Ils pensaient que, parce que je n'avais pas élevé la voix, je n'en avais pas. J'ai étiqueté chaque dos de classeur avec précision, ajoutant une dernière page au début de chaque volume, un résumé. Mera appelait cela une clarté inhabituelle. J'appelais cela de la survie. Ma mémoire avait toujours été vive. Mais ces dernières années, je l'ai affinée encore davantage. Par nécessité, par douleur. Je me souvenais de tout. Non par amertume, mais parce que je savais qu'un jour j'en aurais peut-être besoin. Et ce jour était arrivé. J'ai numérisé chaque page sur un disque sécurisé fourni par Daniel, puis j'ai enfermé les originaux dans une armoire ignifuge. Nous avions une chaîne de possession impeccable, un récit légal, une histoire horodatée et signée. Lorsque Daniel l'examina dans son intégralité, il laissa échapper un léger sifflement. Il pensait jouer aux échecs, dit-il. Mais vous avez enregistré la partie. Il avait raison. Il jouait pour la perception. Moi pour la permanence. À la fin de la semaine, j'avais rassemblé 12 volumes, un pour chaque année. J'étais l'échafaudage invisible de Brielm. Il se lisait comme les chapitres d'un livre qu'il pensait que je n'écrirais jamais. Mais c'était là, indéniable, inébranlable. Colette et Jonas avaient compté sur mon silence. Ma discrétion, ils avaient pris le silence pour de la faiblesse. Mais je n'étais pas faible. J'étais patient. Et maintenant, j'avais tout ce qu'il me fallait. Lorsque j'ai fermé le dernier classeur, l'étiquetant « dernier trimestre », je me suis adossé à ma chaise et j'ai contemplé les étagères. On aurait dit une bibliothèque. Ma bibliothèque. Pas une bibliothèque de fiction ou de finance, mais une bibliothèque de vérité. La vérité qu'ils avaient enfouie sous les promotions et les communiqués de presse. La vérité, ils ne s'attendaient pas à la voir surgir. Je ne me sentais pas triomphant. J'étais précis. La dernière chose que j'ai ajoutée était un mot. Une feuille manuscrite à glisser au début du premier classeur. Si vous lisez ceci, c'est que vous avez oublié qui j'étais. Que ceci vous le rappelle. Puis j'ai fermé le placard, éteint les lumières et suis sorti. Le ciel était couvert. Ce genre de gris qui donnait l'impression d'une page blanche. Je me suis intégré. Qu'ils aient leur réunion. Qu'ils racontent leur histoire. J'avais les faits. Et bientôt, tous ceux qui comptaient le sauraient aussi. Les papiers ont été signés dans un bureau quelconque, niché entre une agence de voyage et une librairie désaffectée. Pas de logo, pas de lettres de mission encadrées, juste des murs neutres et le bruissement régulier des documents juridiques. Pas de félicitations, pas de champagne, pas d'emblème familial derrière une table de conférence laquée, juste le rythme régulier du départ. Daniel Croft était assis en face de moi, son épingle en argent glissant sur la dernière feuille de transfert comme s'il signait une addition pour un dîner. Mera Langston, toujours précise, examina chaque page avec la même assurance tranquille qui m'avait fait lui faire confiance au départ. J'ai signé en dernier. Ma signature, ferme et inflexible, atterrit à côté du nom de Colette, imprimé sur une clause qu'elle n'avait jamais vue venir. Les statuts de Brielm n'avaient pas été mis à jour depuis 2013, et cet oubli fut leur première véritable erreur. Pas de droit de préemption, pas d'obligation d'examen par le conseil d'administration pour les transferts d'État minoritaires. Dans leur arrogance, ils avaient laissé la porte de derrière grande ouverte. Je l'ai simplement franchie. La société de Daniel, opérant via une société d'acquisition discrètement créée sous la direction de Mira, détient désormais mes 35%. Pour eux, c'était un investissement calculé. Pour moi, c'était une libération. Une fois le virement bancaire validé, Mira m'a fait un petit signe de tête. C'est fait, dit-elle. Comme ça. 14 ans passés en une signature et un poste. Pas de danse de la victoire. Je n'ai pas levé le point ni appelé qui que ce soit pour me vanter. J'ai conduit chez moi en silence. Le volant en cuir me semblait étrange sous les paumes, comme si j'étais quelqu'un d'autre, plus léger. De retour à la maison, je suis passé devant la cuisine sans un regard vers la cafetière. Directement au bureau. L'air intérieur était différent, comme si quelque chose avait changé. Les classeurs sur l'étagère, toujours alignés par couleur, pesaient désormais comme un héritage, et non comme un levier. Je me suis assis à mon bureau et j'ai ouvert mon téléphone.
Le vieux message vocal de Colette était toujours sauvegardé. Tu es viré de l'entreprise familiale. Je l'ai écouté une dernière fois. 5 mots qui m'avaient autrefois vidé de mon sens me semblaient désormais sans importance. Je n'avais pas besoin de le supprimer. Je l'ai simplement laissé finir, puis j'ai appuyé sur « Répondre ». Ma réponse était simple. Compris. Pas de colère, pas d'explication, pas de pompe, juste le silence. Puis j'ai appuyé une dernière fois sur l'application de l'entreprise et j'ai supprimé mes accès, tableau de bord interne, plateforme RH, liste de fournisseurs, ma messagerie Brielm, tout un par un. C'était comme une mue. Dès que la dernière application a disparu de l'écran de mon téléphone, j'ai ressenti une étrange paix. Ni joie, ni satisfaction, juste de l'absence. Comme entrer dans une pièce et réaliser que la lumière bourdonnante que vous aviez ignorée pendant des années s'était enfin éteinte. Je n'en ai parlé à personne. Ni à Jenna, mon assistante, qui m'apportait des notes tachées de café et des mises à jour nerveuses sur les retards des fournisseurs. Ni à mon ancien contact et au service des achats qui m'avait dit un jour, si Malcolm dit que c'est stable, on peut se reposer. Même Mera ne m'a pas pressé d'en parler à qui que ce soit. Elle le savait. Certaines sorties sont faites pour avoir un écho. La mienne, non. 2 heures plus tard, j'ai reçu le premier email de Colette. Objet, mouvement de propriété imprévu. Je ne l'ai pas ouvert. J'ai juste vu la notification disparaître de l'écran de verrouillage. Je l'ai imaginé lire le dossier de rachat, le tampon légal, le transfert officiel vers l'entreprise de Daniel. Je l'ai imaginé réaliser que je n'étais plus à portée de main, plus un actif de plus à gérer, plus disponible pour les tâches de nettoyage. Ensuite, les textes sont venus de Jonas, de Colette, du CFO de Brielm qui n'a jamais retourné mes appels pendant le projet Texas, mais qui avait maintenant apparemment besoin d'une clarté urgente. J'ai tourné le téléphone face vers le bas. Plus tard dans la soirée, alors que la pluie tapotait les fenêtres et que je me tenais dans ma cuisine en sirotant le premier scotch que j'avais versé dans des semaines, j'ai réalisé quelque chose d'étrange. Je ne me sentais pas triomphe. J'ai ressenti de l'espace. Le type d'espace que vous remarquez seulement après des années de compression. J'ai traversé la maison comme un étranger. Non pas parce que ce n'était pas le mien, mais parce que pour la première fois depuis des années, je ne portais pas leur chaos sur le dos. Il n'y avait pas de boîte de réception en attendant ma réponse. Pas de réunion d'examen du vendredi imminent. Non. Johan appelle à 21h42. Demandez une faveur avant l'appel du conseil d'administration. Aucune Colette ne se détache d'une voix adoucie quand elle avait besoin de quelque chose lissé. J'étais juste ici présent. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant le lever du soleil, non pas du stress ou de l'urgence, mais de l'immobilité de la pièce. J'ai préparé du café et ouvert les fenêtres. La ville était calme, le genre de calme qui se sent gagné. À midi, Mera m'avait envoyé une confirmation finale du transfert d'actifs et un dossier de la modification des actions déposées auprès de l'État. Vous êtes officiellement sorti, a-t-elle écrit. Et pour une fois, cette phrase n'a pas piqué. Je n'ai pas répondu immédiatement. Je laisse le moment pendre. Finalement, j'ai répondu avec 2 mots. Merci. Pas d'élaboration. Pas besoin. Parce que maintenant, je n'attendais pas d'excuses qui ne viendraient jamais. Je n'espérais pas être vu par des gens qui ne m'appréciaient que lorsque je me suis réparé. J'étais sorti sans claquer la porte, et pour la première fois, c'était suffisant. Je ne m'attendais pas à ce que les retombées arrivent si vite. Je pensais que j'aurais quelques jours de silence, peut-être un filet de confusion une fois que le dossier est devenu public, mais non. L'appel a commencé moins de 24 heures après la fin du transfert de propriété. Colette a appelé d'abord, 2 fois, puis Jonas, puis une vague de nombres que je n'ai pas reconnus. Membre du conseil d'administration, chef de département, probablement même quelques vendeurs au 2e jour. Ils voulaient tous la même chose. Clarité, réponse, réconfort, mais je n'étais plus dans le domaine de la réconfort. À midi le lendemain, j'ai eu 72 appels manqués. Je n'en ai pas retourné un seul. J'ai désactivé les notifications, laisse le téléphone vibrer en silence sur le bord de mon bureau. Il y avait quelque chose de presque poétique à ce sujet. Comment ils ont seulement réalisé que j'étais essentiel une fois que je n'étais pas disponible. Quand je faisais le gros duvage, lissant chaque faux pas et engeant leurs mauvaises décisions avec une logique silencieuse, j'étais juste Malcolm. Bruit de fond. Maintenant, soudain, j'étais l'homme dont le nom résonnait à travers des messages vocaux paniqués.
Il a fallu 3 jours avant de finalement reprendre. Je n'avais pas l'intention de le faire, mais quelque chose sur le silence entre les anneaux m'a fait répondre sur l'instinct. Le nom de Jonas a clignoté sur l'écran. J'ai glissé pour répondre et je n'ai rien dit. Laissez-le simplement parler en premier. Malcolm, il respira, voix brute, comme s'il n'avait pas dormi. Vous devez annuler cela. Les nouveaux investisseurs ici, ils déchirent nos livres comme une tronçonneuse. Ils ont déjà gelé 3 comptes. Ils demandent toute la sauvegarde de l'expansion du Texas. Et Jésus, ils remettent en question les approbations de Colette. C'est mauvais. Vraiment mauvais. J'ai attendu. Il a continué. Il creuse. Pas seulement des audits. Ils remettent en question les décisions d'embauche. Ils tirent des rapports de dépenses. Ils ont signalé le contrat de conseil que j'avais pour mon entreprise. Vous vous souvenez de celui-là? Ça ne va pas bien, mec. Vous êtes le seul à pouvoir expliquer la logique derrière la structuration interne. Vous configurez ces flux. Vous avez écrit les modèles de prévision. Entrez. Aidez-les à le comprendre. Dites-leur que ça va. J'ai pris une longue inspiration, j'ai regardé par la fenêtre. Cela ressemble à une diligence standard, dis-je, calme et froid. Vous ne comprenez pas Jonas Kassa. Vous êtes le seul à pouvoir les guider à travers la logique. Nous ne pouvons pas nous permettre que cela se déroule latéralement. Je me suis tenu, j'ai marché jusqu'à l'étagère et j'ai sorti l'expansion initiale du Texas étiquetée. Je l'ai feuilleté pendant qu'il se promenait. Courriel, approbation des fournisseurs, changement de chronologie, substitution de dernière minute effectuée parce que Colette voulait se déplacer plus rapidement que les données prises en charge. Tu m'as dit que j'étais absent, dis-je uniformément. Silence sur la ligne. Cliquez. Il a raccroché. Je me tenais là un instant, regardant juste le liant dans mes mains. Toutes les choses que j'avais faites pour maintenir ce gâchis ensemble. Tous les coins que j'ai dû redresser. Tous les plans à moitié construits m'avaient demandé de nettoyer. Chaque morceau est maintenant examiné sans moi pour les protéger. Et je n'allais pas reculer dans la tempête dont je venais de sortir. Laissez-les faire face aux fissures. Laissez-les répondre pour les raccourcis. Cet après-midi, j'ai reçu un email de l'équipe d'audit des nouveaux investisseurs. Formel, efficace et incontestablement grave. Ils ont demandé une réunion pour vérifier la documentation de transition et contextualiser les enregistrements existants. Je n'ai pas répondu. J'ai transmis l'email à Mera. Dans les 20 minutes, elle a répondu, pas besoin de répondre directement. Nous gérerons la chaîne par le biais d'un avocat. Plus tard dans la soirée, je suis passé devant la cuisine et dans le salon où le soleil tardif a filtré à travers les fenêtres, posant des rayures chaudes sur le bois dur. Je me tenais dans cette lueur, écoutant le bourdonnement d'une maison qui n'est plus assiégée. C'était la première fois depuis des années que je ne portais pas leurs urgences comme des dettes impayées. Je n'ai pas manqué les appels téléphoniques. Je n'ai pas manqué les exercices d'incendie sans fin déguisés en stratégie. Ce que je ressentais à la place, c'était de l'espace. Le genre qui ne fait pas écho, se dilate. Le lendemain matin, les appels se sont arrêtés. Non pas parce qu'ils l'avaient compris, mais parce qu'ils ont finalement compris. Je ne revenais pas. Je n'étais plus à leur invoquer. Et ce genre de silence, celui qu'ils ont créé, parlait plus fort que n'importe quel message vocal. Au moment où Mera a appelé avec la mise à jour, je m'y attendais déjà. J'ai regardé la forme de la tempête à distance, je sais que pour une fois, je n'ai pas été celui qui devrait nettoyer les dégâts. J'étais assis dans mon bureau à domicile en triant quelques documents restants pour mes propres disques lorsque son nom a illuminé l'écran. Cela dégénère, a-t-elle dit, directement au point. L'équipe d'audit a révélé plus qu'une simple désorganisation. Nous parlons de 1,2 million de dollars en pertes non déclarées au cours des 3 dernières périodes fiscales. Et c'est juste la surface. Je n'ai rien dit tout de suite, je me suis simplement penché en arrière sur ma chaise, fixant le plafond, laissant les mots s'installer. Ils ont trouvé une société de conseil liée à Jonas. Mera a poursuivi, une société écran avec des factures gonflées et aucun livrable. Ils ont effectué des paiements à travers lui pour masquer la réallocation interne des budgets, susceptibles de préserver l'optique pendant leur expansion du Texas. Bien sûr, il l'avait eu. Jonas avait toujours été intelligent avec une optique. Parce que j'étais derrière lui, en étudiant tout ce qu'il a appuyé.
avait essayé de me couper tout en faisant la cuisson de ma présence dans l'ombre. Ce n'était pas si précis. Elle demande une réunion privée, a ajouté Mera après une pause. Pas d'avocat, juste vous et elle. Veux nettoyer l'air. J'ai souri. Ce n'était pas amer. C'était le sourire de quelqu'un qui avait finalement cessé de se tromper avec des accidents. Je ne répondrai pas, dis-je. Fixez-le sous after. Mera ne l'a pas remis en question. Elle a juste dit, comprendre. Et a mis fin à l'appel. J'ai ouvert un nouveau dossier sur mon ordinateur portable et je l'ai étiqueté après. Son email est entré en premier. Cet après-midi, le Local Business Journal a publié un court morceau enterré entre les tendances immobilières et une option politique. Le titre Brielm fait face à un remaniement exécutif, des retombées des parties prenantes au milieu d'audit. Un seul paragraphe a mentionné le transfert de propriété, a fait allusion aux troubles internes et a cité une source anonyme proche du conseil d'administration qui l'a qualifié de recalibrage de la structure héritée. Je n'ai posté l'article, je ne l'ai envoyé à personne. Je l'ai coupé du papier, je l'ai plié et je l'ai glissé à l'intérieur du premier classeur que j'ai jamais fait pour l'entreprise. Révision des vendeurs 2010. Cette nuit-là, je me suis assis à la table de la cuisine seul, buvant dans la même tasse ébréchée que j'avais ignorée le matin où j'ai obtenu ce message vocal. Le café était chaud cette fois, fort, je sirotais lentement, en pensant à combien de temps j'avais été invisible pour eux, pas par malveillance, mais parce qu'ils supposaient que je serais toujours là, comme la plomberie ou la gravité. Utile, calme, fiable, oubliable. Mais il y a quelque chose de dangereux à oublier qui fait fonctionner la machine. Lorsque Colette et Jonas ont commencé à l'appeler l'entreprise familiale, je pensais que c'était sentimental. Je pensais que cela signifiait que nous y étions ensemble, que la loyauté comptait plus que le titre. Mais au fil du temps, j'ai appris que la famille n'était que leur image de marque. Ce qu'ils voulaient vraiment dire, c'était que vous faisiez la partie difficile, nous prendrons le crédit. J'ai pensé au dîner où ils se toastaient alors que j'étais toujours de retour au bureau finalisant les contrats. Les prix Colette ont accepté avec mes numéros dans son discours et aucune de mon histoire. Les emails que Jonas a envoyés lorsque les offres sont allées vers le sud qui m'ont toujours adressé, jamais copiés sur n'importe qui d'autre. Ils n'étaient pas des partenaires. Ce sont des passagers qui ont critiqué le conducteur. Et lorsque la route s'est courbée trop brusquement, ils ont décidé de me jeter hors de la voiture plutôt que d'admettre qu'ils ne pouvaient pas diriger. C'était la vérité la plus difficile à accepter. Non pas qu'ils m'ont trahi, mais que je les ai formés à croire qu'ils le pouvaient. J'avais passé des années à être fiable, calme, privé. Je les laisse penser que mon silence était une soumission, que mon calme signifiait que je me contentais de l'ombre. Mais ce qu'ils ne se sont jamais demandé, c'est, que se passe-t-il quand le calme s'éloigne? Maintenant, ils savaient. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un nouvel email, cette fois par le directeur des communications internes de Brielm. Elle me BCCD par accident ou peut-être par habitude. C'était un brouillon d'un mémo à l'échelle de l'entreprise soigneusement libellé pour adoucir les bords. Nous ne sommes pas en train de suivre la lecture. Mon ordinateur portable. Planification, pas un pilier, juste Malcolm. Bureau, illusion de contrôle. J'ai eu la vérité. Et la vérité était enfin la mienne pour protéger. Pas à utiliser. Ils ont appelé les affaires. Mais je me suis souvenu quand c'était de la famille. Et maintenant, ils se souviendraient de ce qui se passe lorsque la famille qu'ils ont jetée cesse de se taire. Il y a une sorte de silence qui n'est pas vide. Ce n'est pas creux ou désolé ou attend d'être rempli. C'est entier. J'ai découvert que le silence 2 semaines après la finalisation de ma sortie. Il se glissa d'abord dans mes matins. Il n'y avait pas d'appels effrénés de la logistique. Pas de texte d'urgence de Jonas sur un accord qu'il a bâclé et s'attendait à ce que je récupère. Aucune Colette ne fait irruption dans ma journée avec ce ton à moitié doux et à moitié commandant. Pouvez-vous simplement regarder ce très vite? Cela signifiait généralement que je perdrais les 5 heures suivantes pour dévoiler un gâchis qu'elle avait fait en 15 minutes. Maintenant, il y avait juste du calme. Je me réveillerais tôt, non pas de l'obligation, mais par choix. Bréau mon café, ouvrez la fenêtre, écoutez le monde tel qu'il était, pas comme ils en avaient toujours besoin. Pour la première fois en plus d'une décennie, mon calendrier était à moi. Pas de fausses urgences, pas de réunions déguisées en jeu de puissance, pas de mise à jour hebdomadaire aux membres du conseil d'administration qui les lisent à peine. La partie étrange était que je ne ressentais pas de soulagement d'une manière libératrice bruyante.
Ce n'était pas un triomphe rugissant ou une justification cinématographique. Je me sentais comme si mes poumons fonctionnaient à moitié de capacité depuis des années. Et ce n'est que maintenant que je me souvenais de ce que c'était que de respirer complètement. Mon corps a réagi en premier. J'ai arrêté de me broyer les dents. Mes maux de tête ont disparu. Je n'avais pas besoin d'une deuxième tasse de café à 10 heures pour rester vif. J'ai marché plus. J'ai mieux dormi. Je ne savais pas à quel point j'avais donné de moi-même en échange d'être le fiable. Colette et Jonas ne l'avaient jamais dit à haute voix, mais tout leur comportement a suggéré que je n'étais qu'une extension de leur commodité, un gestionnaire de crise intégré, un filet de sécurité financière, un fixateur silencieux qui n'a pas demandé d'applaudissements. Et pendant longtemps, je pensais que ce rôle m'a donné un but. Mais en regardant en arrière, ça m'a donné du poids. Poids lourd et suffocant qui s'est déguisé en responsabilité. Maintenant que j'étais parti, ils avaient un problème. Je n'avais pas besoin d'espionner ou de creuser des mises à jour. L'éclat de Brielle m'était visible dans les pauses. Les investisseurs retardent les décisions. Les vendeurs réévaluent soudainement leur partenariat. Quelques employés de longue date me envoyant un message avec de vagues phrases comme « ça a été bizarre ici ». Et ils essaient de couvrir trop de trous. Mais je n'ai pas demandé de détails. Je n'en avais pas besoin. Je connaissais ces systèmes. Je les ai construits. Ils n'étaient pas conçus pour courir sur la panique et la prétention. Et comme ils se sont précipités, j'ai trouvé l'immobilité. J'ai relu. Pas seulement des contrats ou des rapports financiers, des livres réels. J'ai relu Baldwin Sag. Même a ouvert quelques romans que j'ai achetés il y a des années et mis de côté avec de bonnes intentions. J'ai préparé des repas qui n'impliquaient pas de contenant à emporter ou de collation au site. J'ai passé des heures sur mon patio arrière à regarder le ciel passer du rose alors à la marine. Et je l'ai fait sans culpabilité. Mais plus que tout, j'ai commencé à penser à ce que cela signifiait être essentiel. Ils ne m'ont pas coupé parce que j'étais inutile. Ils m'ont coupé parce que j'étais nécessaire et plus contrôlable. Cette prise de conscience m'a frappé un jeudi matin calme alors que je passais en revue un court mémo que Daniel avait envoyé. Il a détaillé le premier changement majeur que le nouveau groupe de propriété ferait. Il restructurerait entièrement l'expansion du Texas. Réévaluer les partenariats, enquêter sur les cabinets de conseil que Jonas avait canalisé de l'argent. Il y avait une ligne polie dans le résumé. Les recommandations reflètent un effort pour démêler les erreurs d'allocation héritées. Mes locations héritées. C'était leur façon polie de dire, nous nettoyons le gâchis fait par des gens qui se sont appelés visionnaires tandis que quelqu'un d'autre a payé tranquillement ses dettes. J'ai souri, pas parce que je voulais me venger. Pas même parce que je leur souhaite un échec. J'ai souri parce que je savais quelque chose qu'ils n'avaient pas. J'avais été le cœur de la structure, pas le logo, pas le nom, pas la lignée. Et maintenant que j'étais parti, la forme du trou que je laissais était indubitable. Quelques jours plus tard, je suis allé déjeuner avec un vieil ami. André, l'une des rares personnes à connaître toute l'histoire depuis des années, mais n'a jamais poussé. Il m'avait appelé lorsque l'audit a frappé les papiers juste pour m'enregistrer. Pas de questions, juste un mangeon. Sur le café et les sandwichs. Il s'est penché en avant et a dit, « Vous avez l'air d'avoir dormi. » Je l'ai fait, dis-je en riant doucement. Tous les soirs cette semaine. Vous savez, ils ont toujours dit que vous étiez la colle, a-t-il ajouté, tourbillonnant la dernière gorgée de sa tasse. Mais je ne pense pas qu'ils aient réalisé ce qui se passe lorsque la colle s'éloigne. Ils pensaient que j'avais des antécédents, ai-je dit. Il s'avère que la fondation. André sourit. Maintenant, quoi? Cette question persistait. Qu'est-ce qui vient après s'être éloigné? Que construisez-vous lorsque la structure dans laquelle vous vous êtes versé devient une cage? Je n'avais pas de réponse ce jour-là, mais je savais que cela n'impliquerait pas de revenir en arrière. Je n'allais pas démarrer une autre version de Bright Elm. Je n'allais pas mener une guerre publique. La beauté du silence, j'ai découvert, était qu'elle avait sa propre gravité. Cela a attiré l'attention. Cela a fait poser des questions aux gens. Il a révélé un caractère. Le silence que j'ai laissé derrière était de faire tout le travail pour moi. Le conseil d'administration avait commencé à se précipiter. Leur confiance des investisseurs rétrécit. Le nouveau leadership signifiait le changement, les audits, la transparence. Budgetelm s'était appuyé sur les ombres. Maintenant, il devait se produire sous les projecteurs. Et j'apprenais à nouveau à être un homme sans titre.
Un homme qui n'avait pas besoin d'un mouvement constant pour se sentir réel. Un homme qui pourrait exister sans être le premier appel de tout le monde quand quelque chose s'est cassé. Il ne pouvait pas remplir l'espace que j'ai laissé parce qu'ils n'ont jamais vraiment vu la forme de ce que j'étais jusqu'à mon absence. Et maintenant, la chose la plus puissante que je puisse faire n'est rien du tout. Laissez-les poursuivre. Laissez-les tourner. Laissez-les enfin faire face aux conséquences de la construction de leur avenir sur une personne qu'ils n'avaient jamais prévu de créditer. Je suis rentré chez moi cet après-midi avec un morceau qui se sentait gagné. Non remis, non supplié, gagné. Le silence m'a suivi comme une ombre, pas obsédant, juste entier. Il est arrivé un mardi en fin d'après-midi, regroupé dans une épaisse enveloppe de manille qui ne portait aucune adresse de retour, juste mon nom, fait défiler dans un script familier que je n'avais pas vu depuis des mois. Je l'ai regardé longtemps avant de l'ouvrir. Assis à ma table à manger, la lumière attrapant la poussière dans l'air comme des particules d'un souvenir trop têtu pour se déposer. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait un seul élément, un cadre photo, un verre lourd, le même qui s'était tenu dans le hall des aciéries de Brigaterme pendant plus d'une décennie. L'image à l'intérieur n'avait pas changé. Moi, Colette et Jonas debout à épaules devant le mur de briques d'origine de la plante. Nous sourions tous les trois comme si nous venions de grimper une montagne ensemble. Il a été pris le jour où nous avons signé les documents finaux de la succession du père de Colette. Le jour où nous sommes officiellement devenus partenaires. Les sourires étaient alors sincères. Ou alors je pensais. Je me souviens de ce que ça faisait. Appartenant. Comme si nous commencions quelque chose qui mérite d'être préservé. Maintenant, cependant, il y avait une légère fissure de déchaînement à travers le verre. Un pêcheur d'araignées coulant en diagonale du coin supérieur gauche sur mon visage, le bisectant soigneusement. Les autres sont restés intacts, conservés. J'ai retourné le cadre. Pas de notes, pas de message, juste l'image fracturée enfermée en silence. Je l'ai posée sur la table, je ne sais pas quelle réaction j'étais censé ressentir. Colère, tristesse, justification. Mais je n'en ai ressenti rien. Juste une reconnaissance profonde comme si la fissure avait toujours été là et je ne le voyais que maintenant sous la bonne lumière. Je n'ai pas réparé le cadre. Je ne l'ai pas jeté non plus. Je l'ai placé soigneusement dans le tiroir inférieur de mon bureau. Celui où j'avais commencé à collectionner les artefacts de ce chapitre, les actualités, les emails imprimés, les documents judiciaires, les lettres non ouvertes mais non aussi les trophées que la preuve. Je ne me tenais pas à des joies. Je me tenais parce qu'un jour je devrais peut-être me rappeler ce que c'était que d'être brisé et de choisir toujours le silence. Quelques jours plus tard, je suis tombé sur un ancien collègue du marché, Hélène à partir de l'approvisionnement. Elle a hésité quand elle m'a vu, puis a offert un sourire attaché d'incertitude. Malcolm, a-t-elle dit comme si je disais que mon nom était des excuses. J'ai hoché la tête. Et, Hélène. Nous nous tenions près des produits entre les pommes et les poivrons verts, l'air épais avec des choses que ni l'un de nous ne voulait nommer. Comment vont les choses là-bas? Ai-je demandé avec désinvolture. Elle soupira. Différent. Calme. Beaucoup de changements. La nouvelle équipe de propriété ne vous ressemble pas. Ils ne posent pas de questions. Ils émettent simplement des commandes. J'ai à nouveau hoché la tête. Je n'ai pas été surpris. Elle a déplacé son poids et a dit, « Il parle de vous parfois de vous. » Oh, surtout au passé, a-t-elle dit avec un demi-sourire, mais pas de la façon dont vous le pensez. J'ai incliné ma tête. Ils disent des choses comme, Malcolm aurait su comment résoudre ce problème. Ou, nous devons vérifier si Malcolm avait une feuille de calcul pour cela. Il recherche vos empreintes. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je la regarda juste devant l'avant du magasin où la lumière a coulé à travers les hautes fenêtres. J'espère qu'ils le comprennent, dis-je finalement. Hélène m'a touché doucement le bras. Vous avez fait du bon travail. Beaucoup d'entre nous le savent, même s'ils ne l'ont jamais dit. J'ai offert un sourire tranquille. Parfois, le silence en dit assez. Nous nous sommes séparés avec un signe de tête. Pas de fanfare, pas d'arc de réconciliation, seulement deux personnes qui partageaient autrefois une salle de guerre qui traversent maintenant les chemins en paix. Plus tard dans la semaine, je me suis assis dans le jardin derrière ma maison, celle que je n'avais pas entretenue correctement depuis des années. Les hélas fleurissaient à nouveau. Colette les aimait. Ironique, vraiment, comment quelque chose qu'elle adorait autrefois pourrait maintenant prospérer en son absence. J'ai passé des heures là-bas.
Pas d'ordinateur portable, pas de téléphone, juste du sol, de la respiration et du ciel. Je ne pensais pas aux audits, aux rachats ou aux démêles hérités. Je n'ai pensé à rien et c'était glorieux. Cette nuit-là, j'ai recommencé le tiroir et j'ai regardé le cadre. La fissure sur mon visage semblait plus profonde maintenant, comme si elle s'était développée en mon absence. Mais ce n'était pas la vérité. J'avais grandi. La fissure avait toujours été là. C'était juste plus honnête maintenant. Certaines personnes font du bruit lorsqu'ils partent. Ils claquent des portes. Ils maudissent les noms. Ils demandent à être entendus. D'autres s'échappent si doucement que vous ne remarquez pas tant que tout s'effondre derrière eux. Je n'ai laissé blesser personne. Je n'ai pas sorti pour provoquer le chaos. Je suis parti parce que j'avais donné plus qu'ils ne savaient comment évaluer. Parce que j'ai réalisé beaucoup trop tard qu'être la colle signifiait qu'ils s'attendaient à ce que je sois invisible et que tout tient tout ensemble. Mais la colle sèche. Il se fissure. Et quand vous tirez trop fort sur ce qui vous tient, il se précipite. Ils ont dit, vous êtes sorti. J'ai dit, compris. Ce fut la conversation la plus honnête que nous ayons jamais eue. Dans les mois qui ont suivi, Brielle me restructurait. Les investisseurs sont intervenus. De nouveaux noms ont augmenté, les anciens titres ont chuté. Jonas a démissionné tranquillement. Colette a pris un sabbatique, bien que ce mot soit généreux. Les rumeurs flottaient d'une colonie interne de la NDA ont couvert des excuses, de questions qui n'avaient plus de réponse soignées, mais rien de tout cela ne m'appartenait plus. Un matin, alors que je regardais le soleil se répandre sur mon bureau, j'ai sorti une feuille de papier vierge. Pas une feuille de calcul, pas un plan de stratégie, juste une page. J'ai écrit une phrase. Que dois-je construire ensuite? Non pas parce que j'avais besoin de me venger, non pas parce que j'avais besoin de restauration, mais parce que j'étais prêt. C'était la différence. Ils ont essayé de me faire petit pour que je ne remarque pas à quel point je deviendrais. Mais maintenant, avec le silence dans ma poitrine et ma paix dans mon souffle, je pouvais tout voir clairement. Ils ont construit une structure. J'avais été la fondation. Ils ont marché dessus. Je m'en suis éloigné. Et parfois, c'est le mouvement le plus fort qu'un homme peut faire.